Bien, bah écoutez, on va donc clôturer cet après-midi, ce forum consacré à l'événementiel. On va le clôturer en beauté, même si vous n'êtes pas forcément très nombreux, mais ça n'est pas grave. On va le clôturer en beauté, je le disais, puisque le Parc des Expositions de Versailles est l'un des grands lieux d'événements, évidemment, en France, et il va s'engager dans toute une série de modernisations. On a la chance d'avoir avec nous, en cette fin d'après-midi, en cette fin de salon, Laurent Chiron, qui est le directeur commercial de Viparis et qui va justement nous exposer un peu tous ces projets de modernisation auxquels va être soumis ce parc des expositions. Laurent, à vous de jouer. Merci beaucoup. Alors effectivement, c'est un sujet très important pour le tourisme d'affaires, mais peut-être dans un délai un peu plus lointain, puisque les premières réalisations seront visibles dans 2 ans à peu près, même si on commence à voir quelques éléments. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça concerne peu de monde aujourd'hui, ou peut-être parce que vous vous sentez plus éloigné de la cible directe. Et pour autant, c'est un des projets les plus ambitieux en Europe actuellement dans le tourisme d'affaires, puisque vous verrez dans la présentation, Viparis investit très très fortement 500 millions d'euros d'investissement dans ce projet, donc c'est sans précédent. Et parce que cette place de Paris avait véritablement besoin d'équipements modernisés, d'équipements adaptés, et pour garder son leadership incontestable aujourd'hui, mais quand même fortement contesté malgré tout. Donc je vais vous présenter de façon succincte le projet, puisqu'on pourra en parler pendant des heures, avec ses principes, comment il a été élaboré. Et ensuite, on vous passera un petit film sur ce qui parle le plus, un film sur le projet. Alors, Viparis tout d'abord. Viparis, c'est un acteur important, puisque ici on est à la porte de Versailles, mais Viparis manage d'autres lieux. Également manage le parc de Villepinte, le parc du Bourget, le CNIT, le Palais des Congrès. En gros, c'est le premier opérateur mondial sur une destination, puisqu'on manage, on gère plus de 600 000 m² d'exposition. Et évidemment, la stratégie elle est au service d'une destination, puisque depuis longtemps, on travaille, vu cette taille, pour la destination de Paris et pas uniquement pour l'opérateur. Alors, aujourd'hui, Viparis, c'est 10 sites, c'est 500 événements d'entreprise, c'est 330 salons, dont au présent on fait partie. C'est également des congrès, il y a 150 congrès annuels, dont une partie sont des congrès internationaux. Alors, ce projet, donc, comme je vous disais en préambule, un projet extrêmement ambitieux. Il n'a pas été élaboré tout seul, parce qu'un projet comme celui-ci ne se fait pas sans consulter un maximum d'acteurs, et les acteurs, évidemment, qui comptent le plus. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a fait appel aux plus grands architectes, d'où la notion d'exposition universelle permanente, puisque ce sera le savoir-faire français en permanence, au travers de l'architecture d'une part, mais également au travers du volet technique, et également au travers du design environnemental, design paysager. Donc on a fait appel, vous voyez quelques noms, l'atelier Jean Nouvel, Vallée d'Épistre, mais également le bureau Gali, Havas Worldwide, le CSA, enfin vraiment tous les grands acteurs ont contribué à la définition de ce projet. Alors, bienvenue donc dans Paris Expo Porte de Versailles, version 21e siècle, parce que là, évidemment, ça n'a rien à voir. Alors, je pense que le film, il arrive à quel moment? Alors, on va l'envoyer maintenant, comme ça, ça va vous parler davantage. Bienvenue à Paris Expo Porte de Versailles, version 21e siècle. Un parc des expositions où convergent les visiteurs du monde entier, les franciliens et les riverains des 3 communes voisines. Bienvenue. 50 mètres. C'est le diamètre de l'immense anneau aérien qui accueille et oriente les visiteurs. Une nouvelle grande place urbaine dotée de services pour tous. Point info, hub des services, café de l'innovation, des kiosques lenticulaires, tout de bois et de verre apportent confort et respiration à tous les publics. Paris Expo Porte de Versailles est ouvert à tous. Jardins pédagogiques, jardins suspendus, jardins éphémères, jardins des pots mobiles. Paris Expo Porte de Versailles invite autant à la pause qu'à l'émerveillement.
Les pavillons du parc, élevés aux plus grands standards internationaux, permettent d'accueillir salons et événements dans les meilleures conditions. Imaginé par 4 architectes français des plus prestigieux, Paris Expo Porte de Versailles se métamorphose en l'unique exposition universelle permanente du monde. La grande voile couleur or du pavillon 1, l'horizontale de lumière et les mouvements cinétiques de la façade des pavillons 2-3, une nouvelle place de vie se dévoile sous les journaux lumineux du pavillon 6. La façade en béton ciselé du pavillon 7. Entre ciel et terre, au sommet du pavillon 7, le plus haut centre de congrès et de convention d'Europe dispose d'une vue panoramique inédite sur Paris. Sa modularité exceptionnelle permet toutes les configurations. Plus de 5000 personnes trouveront notamment leur place dans sa vaste salle plénière au toit ajouré. À la nuit tombée, les jardins et le site tout entier s'illuminent. Une seconde vie commence alors sur le parc. Paris Expo Porte de Versailles. Cultivons l'extraordinaire. Alors en fait, le film résume quand même très bien le projet. Je vais maintenant vous apporter évidemment pas mal de détails par rapport à ce projet, mais vous voyez l'ambition. C'est vraiment, nous sommes au même endroit, mais dans un univers totalement différent. Ici, on est dans le 7-2, donc vous avez pu voir dans le film un des halls les plus impactés par la rénovation et la modification intégrale, ça sera bien le pavillon 7. Alors, on sera dans un parc du XXIe siècle qui n'a évidemment plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Indispensable, je vous disais tout à l'heure un peu en introduction, ce marché est très très concurrentiel aujourd'hui, le marché du tourisme d'affaires en général, le marché des salons également. Nous sommes tous dans un univers concurrentiel et nous nous devons tous de élever le niveau systématiquement. Et évidemment, en tant que Viparis, on a un rôle majeur puisqu'on doit élever le niveau des infrastructures, élever le niveau des équipements et s'adapter à ce qui sera demandé demain et ce qui correspondra donc à une des bases de la réussite de demain. Donc 60% des surfaces, 61 exactement, des surfaces vont être totalement reconstruites. C'est-à-dire qu'on va détruire une partie et refaire intégralement ces parties sur 60%. Donc on parle évidemment d'une partie importante. Vous voyez, c'est pas un hall parmi d'autres, c'est 60%, sachant que le parc de la Porte de Versailles aujourd'hui fait 220 000 m² d'exposition, donc ça vous donne à peu près les dimensions concernées. Alors pour certains, c'est une restructuration, puisque ici, entre autres, le pavillon 7 ne peut pas être détruit. Puisque nous n'obtiendrions pas le même permis. On est dans une dérogation qui remonte à 40 ans, puisqu'il a 40 ans il a été conçu à plus de 40 ans. Par contre, il va être évidemment intégralement rénové. Alors, l'objectif, c'est évidemment d'élever aux standards internationaux. Pour ceux qui voyagent beaucoup et qui visitent d'autres parcs, on voit effectivement une amélioration sans cesse croissante des parcs d'exposition dans le monde. Donc ici, vous voyez, dans les grands principes, les pavillons qui vont être concernés par la modernisation. Alors vous voyez, le 1, le 4 et le 5 ne sont pas touchés et l'intégralité des autres sont touchés. Donc vous voyez à côté, le 3 notamment actuel, qui est un peu compliqué puisqu'il se décompose entre le hall 2, le hall 2.1, le hall 2.2, le hall 2.3, le hall 3.1, le hall 3.2. Tout ça, ça devient 2 plateaux, le 2 en bas, le 3 au-dessus, tout simplement. Le 6 et 8, qui sont un peu anciens, qui correspondent aussi à une autre période, sont rasés intégralement et remplacés par un seul et même pavillon, qui deviendra le 6. Et enfin le 7, donc là où nous sommes, le 7 c'est 72 000 m², c'est un tiers de la surface du parc. Et effectivement ici il y a un potentiel important et ça va être refait intégralement.
Alors, on a en fait pas mal d'enjeux. Il y en avait beaucoup, mais j'ai retenu dans la présentation 3 points qui semblent importants. Pour que vous compreniez bien, le premier, c'est le nombre de niveaux topographiques. Le parc est un peu compliqué, puisqu'en fait, aujourd'hui, il est sur 8 niveaux topographiques différents. On est en pente ici. Il y a beaucoup de pentes. Alors, quand on est au niveau du 6, et au niveau du 8, et au niveau du 4, et au niveau du 1, tout ça, c'est des relevés altimétriques complètement différents. Donc, l'ambition, c'est aussi de réduire toute cette partie-là pour que ce soit plus lisible. Parce qu'à la fin, en fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir s'y retrouver. Donc, on crée également beaucoup de liaisons interpavillonnaires. Parce que ce parc a la particularité, pour ceux qui connaissent Villepinte, Villepinte, c'est un seul bloc, en réalité tout est relié, alors qu'ici c'est ce qu'on appelle un parc pavillonnaire. Il a été construit au fil des années et les pavillons ne sont pas forcément reliés les uns entre les autres. Donc là, évidemment, l'ambition, c'est de relier les pavillons le plus possible entre eux. Et en fait, le dernier point qui est extrêmement important, qu'on voit également dans le film, c'est la dimension piéton. Ça doit être un parc piéton. Donc les espaces strictement piétons seront multipliés par 8. En fait, quand vous serez ici demain, vous n'aurez pratiquement plus de voitures, puisqu'on va distinguer les flux piétons des flux logistiques. Alors, on le voit ici, en vert, vous avez en fait toute la zone piétonne, et ensuite derrière, toutes les terrasses logistiques. Alors, c'est peut-être pas très parlant, il faudrait se promener pour le voir, mais quand vous rentrez Porte A, que vous traversez cette allée centrale, vous serez complètement en espace piéton, et totalement réservé aux piétons. Donc les flux logistiques, eux, sont derrière. Alors ça, c'est plus technique, c'est-à-dire que pour monter un salon, évidemment, il faut du temps. Il y a beaucoup de véhicules et tout ça se fait plutôt par l'arrière des halls. On voit ici quelques éléments de logistique. Vous avez vu dans le film tout à l'heure l'accueil principal. Vous savez que l'image que l'on donne quand on arrive dans un lieu, c'est quand même un point fondamental. Donc là, on change tout aussi et on crée un anneau et des places satellites. En fait, il y aura un énorme anneau à l'entrée de la porte de Versailles qui permettra de se repérer et de pouvoir voir l'endroit où on doit aller, évidemment, beaucoup plus facilement. Vous voyez également sur cette diapositive qu'il y aura beaucoup de végétalisation, puisqu'un des éléments aussi importants à prendre en compte, c'est le développement durable, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est donner le sentiment qu'on est dans un lieu dans lequel on se sent bien, puisque nous, on est convaincus qu'on a un rôle à jouer également dans ce sentiment et cette envie de revenir dans un parc parce qu'on s'y sent bien. Alors, sur cette slide, vous voyez les 3 satellites. Sans rentrer dans le détail, en fait, on est parti du principe que ce parc est compliqué, donc on allait le simplifier en créant 3 zones de liaison. Porte A, donc entrée principale, cet anneau qui permet de se repérer. Ensuite, au bout de l'allée centrale, donc un travelator au milieu, et ensuite une autre façon de se repérer, cette fois-ci devant le pavillon 7. Et quand vous partez sur la gauche, le pavillon 6, vous avez également une liaison qui permet de se repérer. Alors un dont je ne parle pas, puisqu'il n'est pas sur la slide ici, mais il est important d'en parler, c'est le 1, puisque le 1, lui, est à droite. Donc en fait, on se retrouve désormais à se repérer facilement en 4 points de la partie centrale. On va en face, ou on va à gauche, ou on va à droite. Alors, on a fait appel aux plus grands noms de l'architecture. Donc ça, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. On a fait appel aux grands architectes français. Donc, je vous les présente dans l'ordre des rénovations. Donc, le pavillon 1, c'est Dominique Perrault qui le réalise. Donc, Dominique Perrault est un Pritzker, donc c'est un grand prix d'architecture. Et vous voyez que lui, le parti pris, ça a été de jouer sur la géométrie avec le triangle, le rond qui est la partie du Palais des Sports, et cette façade du pavillon 1 qui va être totalement refaite. Donc le 1, il fait 45 mètres carrés. La nef fait toujours 26 mètres de haut, donc ça c'est une des particularités, c'est une nef des plus grandes d'Europe. Et vous avez ensuite une liaison qui se fera donc par le pont des Expositions, qui va être livré pour le Mondial de l'Auto dans les prochains jours. Il est déjà en service, mais vous pourrez le découvrir à l'occasion du Mondial début octobre. Donc le pont des Expositions, c'est cette passerelle qui le relie désormais le hall 1 au reste du parc. Donc petit parc anciennement au grand parc. Le 2 et le 3, eux, ont été refaits et dessinés par Christian de Porzampar. Alors Christian de Porzampar, entre autres, c'est lui qui a fait le Palais des Congrès de la Porte-Maillot. Donc Christian de Porzampar, il a signé cette reconfiguration. Vous voyez que là, ça n'a plus rien à voir. Donc 12 000 m² en bas, le pavillon 2, et 33 000 m² en haut, le pavillon 3, avec toute la toiture sera végétalisée, donc plantée de graminées. Et comme ça, quand on se retrouve au-dessus du 7, on a en fait une vue sur quelque chose de végétalisé. Le 6, alors peut-être un des noms les plus connus de l'architecture en France,
Jean Nouvel. Alors Jean Nouvel, il y a une petite anecdote assez rigolote, c'est que Jean Nouvel, quand on lui a confié le pavillon 6, il était étonné qu'on puisse lui confier un pavillon pas très important, le 1 étant évidemment plus grand. Donc sa réaction était de dire c'est probablement celui qu'on verra le plus. Donc c'est une bonne réaction, effectivement, puisqu'il est un peu plus éloigné. Et là, vous voyez que le parti pris, ça a été un auvent très important, un auvent triangulaire, en fait qui s'allumera en fonction des expositions et même qui s'ouvre, qui se lève ou s'abaisse en fonction de l'occupation du pavillon. C'est-à-dire que s'il est fermé, on abaisse le haut-vent, et s'il est ouvert, on ouvre le haut-vent. Donc ça sera vraiment, on a l'impression un peu d'être à New York, c'est que ça sera quelque chose d'extrêmement visible. Et donc ça, c'est 16 000 m², et il sera relié aux 4 par des passerelles, et il sera de plein pied désormais, avec le 5.2 et 5.3. Et lui aussi sera planté de graminées. Et enfin le 7, alors le 7, donc celui dans lequel nous sommes, alors là il a été fait en fait par Vallode et Pistre, ils sont peut-être un petit peu moins connus, mais c'est eux qui gèrent le schéma directeur de la Porte de Versailles déjà depuis une vingtaine d'années, donc ils ont une parfaite connaissance du parc. Et ils se sont vus confier donc, le pavillon 7, dont on voit ici la future façade, donc si en ressortant vous regarderez l'image de la façade actuelle et vous vous souviendrez de celle-ci, vous verrez que ça n'a plus grand-chose à voir. Donc ce pavillon fait 72 000 m², il sera desservi par un atrium très important, donc la circulation n'aura plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Et il sera également, le toit sera accessible puisque c'est un des plus beaux points de vue. Ici c'est assez impressionnant, on a ouvert il y a maintenant 2 ans une nouvelle salle qui s'appelle Électrique, qui est juste au-dessus, et ça offre un point de vue absolument magnifique sur Paris avec la Tour Eiffel. Et on est véritablement à Paris. Pour nous c'est un atout majeur puisque quand vous accueillez des événements internationaux, la dimension Tour Eiffel, évidemment, prend toute son ampleur. Donc le centre des congrès et le centre des conventions, lui, sera, vous voyez cette vue, sur la partie haute du 7, donc en fait sur la partie 7.3, c'est-à-dire au-dessus de là où on se trouve. Et ça donnera à peu près cette vue. Donc vous voyez les toitures végétalisées du hall 3, la Tour Eiffel dans le fond, et sur la gauche, un objet dont je parle peu volontairement, c'est Triangle, parce que Triangle, c'est un autre projet qui est également mené par la même entreprise, par Viparis aussi. Mais c'est un projet d'immeuble de bureau qui, pour l'instant, a été dissocié du projet de la Porte de Versailles. Ce sont 2 projets qui sont indépendants l'un de l'autre, ce qui évite des risques de recours importants, notamment, puisque celui-ci, le projet de Triangle, est quand même un projet compliqué. C'est une tour de 180 mètres de haut. Donc, je ne parlerai pas de ce projet aujourd'hui, ce n'est pas l'objet. Donc ce centre des conventions, en fait, en réalité, il aura une latitude, une capacité importante, puisqu'il offrira donc 5200 places assises. Donc vous imaginez ici qu'on se retrouvera donc au-dessus avec une salle, en fait. Donc on va évidemment supprimer tous les piliers, ajourer le toit, en fait, puisque ce sera en plein jour, mais on aura évidemment la possibilité de l'occulter. Donc pour les gens de l'événementiel, ça va offrir une nouvelle possibilité à Paris, parce que ça fera une salle de 5000 m², un peu plus de 5000 m², dans laquelle on peut imaginer beaucoup de choses. Convention, mais on peut également imaginer un congrès, on peut imaginer un lancement de produits, on peut imaginer un défilé, enfin on peut imaginer des tonnes de choses. Et comme vous le voyez ici, ça sera la plus grande capacité en Europe, alors qu'aujourd'hui on était limité par la capacité du Palais des Congrès, qui est déjà importante, puisque le Palais des Congrès fait 3700 places, le grand amphi du Palais des Congrès fait 3700, et là on part sur une jauge de 5200. Alors, vous voyez Berlin 5000, Londres 5000, Milan 4005, et le Palais des Congrès, on a arrondi à 3800, mais en fait, la jauge exacte, c'est 3723. Donc, maintenant, on va rentrer dans ce centre des conférences. Vous verrez un peu mieux comment on se retrouve à l'intérieur. Donc, vous voyez, distribution totalement différente, avec des travellators et escalators totalement refaits. Cette façade totalement ajourée, ce qui permet d'avoir une vue en permanence. Ça, c'est un élément, vous voyez ici, par exemple, ça manque de... On est un peu renfermé, mais demain, on aura des vues, on aura la possibilité d'avoir des vues. Le centre, cette salle, ce sera à peu près ça, c'est-à-dire que ce sera une salle modulable, ça n'est pas un amphithéâtre, c'est un espace modulable, donc on installe sur demande jusqu'à une capacité de 5200 places, et on voit légèrement là dans cette slide que le toit est ajouré, puisqu'effectivement on sera en plein jour. Autre point important du projet, l'hôtellerie. Vous savez que l'hôtellerie c'est un sujet important, je pense que vous avez eu l'occasion lors de ce salon peut-être d'aborder ces thèmes-là. Paris a une très forte capacité hôtelière, puisqu'on est une des premières capacités au monde, avec 150 000 chambres, mais malgré tout, il en manque, et il en manque toujours. Et on ne pouvait pas lancer un projet comme celui-ci sans, évidemment, se préoccuper de l'hôtellerie. Donc il y aura 450 chambres sur la porte de Versailles dans les prochaines années.
donc sur 14 500 m². On est parti sur un positionnement plutôt 2-3 étoiles, mais tout ça est en train d'être élaboré avec peut-être aussi d'autres grands noms d'architecture qui apparaîtront dans quelques semaines. Et enfin, on est en France, on est à Paris, donc la dimension culinaire est une dimension importante. Donc on a fait appel à un grand chef, à Guy Martin, qui est un chef étoilé, qui aujourd'hui est le chef du Grand Véfour, et d'ailleurs le propriétaire du Grand Véfour, donc au Palais Royal. Et Guy Martin va nous créer, sur le toit du Hall 3, un restaurant étoilé, avec une terrasse exceptionnelle. L'idée étant évidemment de marquer cette singularité parisienne et française autour de la gastronomie, mais également d'être ouvert sur l'extérieur, puisqu'on pourra accéder à ce restaurant même lorsque le parc sera fermé. Donc c'est une façon aussi d'intégrer le parc dans son environnement urbain et dans son environnement global. Alors, quelques éléments, il y aura tout un tas de kiosques lenticulaires. Vous voyez, il y aura une presse par exemple sur le boulevard, sur les Maréchaux. Il y aura une presse à cet endroit-là. Il y aura des larges allées piétonnes. Vous voyez ici, la façon d'arriver au Hall 7 désormais, ce sera par un travelator sur l'allée centrale et non pas par Orion, qui est le tunnel par lequel vous passez aujourd'hui pour arriver ici. Donc évidemment, rien à voir. Beaucoup de plantes dans tous les sens. Et évidemment, dans l'ADN du projet, il y a le développement durable, puisqu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui concevoir un projet de ce type-là sans avoir une vision sur l'avenir et sans penser aussi aux générations futures et autres. Et donc d'avoir une vraie démarche développement durable. Donc il y a 52 000 m² de toiture végétalisée quand même. Il y a une ceinture végétale d'1,7 km autour du parc, des panneaux photovoltaïques, des cheminées solaires, des puits, enfin bon, tout ce qui existe en matière de protection d'environnement a été intégré dans le projet, bien évidemment. Alors les phases, rapidement, et j'en terminerai par les phases. Vous avez 3 phases. En fait, il y en a un petit peu plus, mais ça se résume en 3. La première, c'est donc de 2015 à 2017. Donc les travaux vont démarrer en fait en janvier prochain. Et les travaux vont durer pendant 10 ans. Donc ça, c'est un parti pris. On a préféré ne pas fermer le parc pendant 3 ans, parce que c'est tout simplement impossible. On ne peut pas dire à Top Resa l'année prochaine, vous n'aurez pas lieu parce qu'il n'y aura pas de place. Ça, c'est pas possible. Donc l'autre solution, c'était d'étaler davantage. Donc on part sur 10 ans. Et on le fait par phase. Donc première phase, donc, le hall 7, la façade du pavillon 1 et toute la partie entrée et allée centrale. La phase 2, ça sera la phase en fait 6-8 qui deviendra le 6, y compris l'hôtel. Donc là, on sera sur 2017-2019. Et enfin, la dernière sera la phase du pavillon 2 et 3 et donc du restaurant de Guy Martin. Et là, on sera sur 22-24. Donc ça, c'est la dernière des phases. Pourquoi la dernière? C'est la plus compliquée. Mais si on l'a fait en dernier, c'est parce qu'on a pris le parti de recréer de la capacité avant d'en réduire. Et donc de créer le 6-8 sous forme d'un bel ensemble avant de, pendant 3 ans, limiter la capacité de façon provisoire. Donc le programme des travaux, il est important. Je vous parlais de 500 millions, c'est 497 exactement de travaux sur 10 ans, avec une continuité d'exploitation qui est quand même un point important. Donc pas d'inquiétude, vous retrouverez bien les salons chaque année. C'est compliqué à gérer, mais nous nous sommes engagés sur ce point-là. Voilà, je pense en avoir terminé. Donc je vous remercie. Vous étiez peu nombreux, mais passionnés, donc c'est déjà pas mal, comme nous, pour des projets comme ceux-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on vous propose qu'on a un showroom permanent à l'entrée de la porte de Versailles, juste à gauche en sortant, si certains veulent aller voir plus en détail la maquette, le projet, d'autres films, etc. Nous sommes à votre disposition, comme d'ailleurs nous sommes à disposition des riverains, de toutes les populations qui se sentent concernées par ce projet. Voilà, merci. Merci beaucoup Laurent, merci. En tout cas, ça donne envie, vous nous avez donné envie. On a hâte d'y être. J'imagine que IFTM Top Resa et son directeur Thomas Desplanques a hâte d'y être aussi. Donc on se donne rendez-vous dans 2 ans pour le début des travaux. Un grand merci à vous et je vais vous souhaiter à vous toutes et à vous tous une très bonne fin de salon. Merci beaucoup.